Bonsoir, cher public. Ce soir, nous ouvrons la soirée consacrée à deux sujets, évidemment au cœur de beaucoup de préoccupations, nature et agriculture. Les deux sujets ont des liens très proches entre eux, d'une part, et avec le climat aussi. Et nous avons la chance d'avoir, pour ces deux débats qui vont se suivre, des experts, des personnes engagées dans les ONG et des représentants aussi des pouvoirs publics. Et pour la première table ronde, nous allons avoir tout à l'heure deux scientifiques à des niveaux différents et un représentant d'une ONG. Je reviendrai tout à l'heure sur leur présentation. Et la deuxième table ronde, qui sera animée par Alessandra Roversi de la Fondation Biovision, va cibler sur la question de l'agroécologie et de la meilleure manière de nourrir la planète. Pour introduire ces deux volets de cette problématique, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir Valentina Hemmler, qui est la directrice de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. Donc vous voyez déjà que ces deux thèmes sont réunis dans une même division administrative. Madame Hemmler est entrée en fonction il y a pratiquement jour pour jour une année. Elle vient d'un arrière-plan agricole, elle connaît très très bien la politique agricole et aussi les techniques agricoles, mais vous allez voir, elle maîtrise parfaitement aussi les enjeux de la biodiversité. Hier, nous avons eu l'occasion dans une autre salle d'avoir une présentation du plan climat du canton. Nous avons une présentation aussi du plan directeur des énergies qui est en voie de finalisation au niveau politique. Et la soirée d'hier était vraiment consacrée aux activités, aux intentions et aux projets des pouvoirs publics, parce que c'est aussi important dans le contexte d'Alternativa qu'on puisse converger en connaissance de cause entre société civile et politique publique qui se préparent. Les deux se soutiennent. Une politique publique qui n'a pas de soutien populaire n'a pas d'avenir, et des aspirations populaires qui ne se traduisent pas en politique publique, ça finit forcément en frustration et en difficulté de se faire entendre. On a la chance à Genève d'avoir de bonnes convergences sur ce terrain, et je prie maintenant Valentina de bien vouloir présenter son sujet qui va vous dire ce qu'il y a dans ce plan biodiversité du canton de Genève. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence ce soir. Donc, je vais essayer dans ces 15 minutes d'introduction d'essayer justement de faire un peu le lien entre le plan d'action biodiversité et la politique agricole et le plan climat. Donc peut-être pour rappeler le contexte genevois, c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert. Si on partage notre canton, on a 30% de zones urbaines, on a 13% de lacs et cours d'eau, on a à peu près 12% de forêts, et puis on va se concentrer aujourd'hui sur la zone agricole qui représente quand même 45% du territoire, il ne faut pas l'oublier. Dans un canton qu'on surnomme souvent canton-ville, il y a encore un grand espace rural. Pourquoi on a développé une stratégie biodiversité il y a déjà un certain nombre d'années, vous le verrez, c'est que Genève a un patrimoine naturel très important qui bénéficie bien sûr à la population. Il y avait une volonté forte qui a été exprimée par une nouvelle loi sur la biodiversité en 2012. Et cette biodiversité, c'est une richesse pour notre agglomération, pour autant qu'on maintienne un bon équilibre avec l'urbanisation. Il y a des enjeux locaux, mais aussi globaux, et c'est de voir comment est-ce que nous, à notre niveau local, on peut s'insérer dans ces enjeux globaux. C'est un outil d'action qui, pour nous, est efficace puisqu'il nous amène vers 2030 sur les différentes actions que l'on peut mener. Et vous le verrez, ces actions que nous proposons dans le plan d'action biodiversité, en fait, ce n'est pas forcément nous qui les proposons puisque ça a été un processus très participatif et inclusif. Et ceci pour le bénéfice de la population. Donc, en 2012, la loi est votée à Genève dans un cadre fédéral où il y avait la stratégie suisse qui était également adoptée. Et puis, dans cette période, il y a eu plusieurs autres plans ou stratégies qui ont été décidées sur Genève, la stratégie économique 2030, environnement 2030, etc. Et donc, la stratégie biodiversité a essayé de faire des liens en faisant des grandes consultations tant en interne de l'État qu'avec l'extérieur. Et la stratégie, elle, a été votée en février 2018. Il y a 12 domaines clés dans cette stratégie biodiversité. Je ne vais pas tous les citer, vous pouvez les voir à l'écran. Et vous pouvez constater qu'on a aussi des actions sur l'aire agricole et des actions transversales qui sont l'infrastructure écologique,
mais aussi tout ce qui se fait en termes d'outils analytiques et administratifs pour accompagner ces différents processus. Je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'était de développer ce plan de manière en co-construction avec les différents acteurs. Donc vous voyez ici toutes les associations, par exemple, hein, qui ont été invitées à participer à la construction de ce plan d'action sur la biodiversité, qui est aujourd'hui en discussion au niveau du Grand Conseil avec la stratégie. Donc pour l'agriculture, on a pu travailler avec notamment AgriGenève. Maintenant, si j'en viens plus concrètement à ce qui est proposé aujourd'hui dans ce plan d'action, le plan d'action biodiversité, c'est pour cette législature. Donc aujourd'hui, on est en 2020, la législature se finit en 2023. Donc vous voyez, c'est relativement court, mais ça s'insère évidemment dans cette stratégie qui nous amène jusqu'à 2030. Alors il y a 6 champs d'action. Il y a le suivi de la biodiversité dans l'ère agricole, la promotion de la biodiversité fonctionnelle, la biologie des sols, l'enherbement, les variétés résistantes et la conservation des variétés traditionnelles. Donc je vais les présenter une à une, mais de manière très brève, puisque le temps est compté. Et pour parler de la biodiversité dans l'ère agricole, le lien avec la politique agricole, c'est qu'on a plusieurs piliers dans la politique agricole. Que la politique agricole actuelle, donc, qui a été votée en 2014, et qui est poursuivie jusqu'à maintenant. Il y a eu quelques changements en 2017, mais voilà, on est à peu près dans la même. Et là, vous voyez qu'il y a un des piliers, c'est comment l'agriculture peut aussi contribuer à la biodiversité. Dans les années 2016 et 2017, un petit peu 2018, sur Genève, on a fait un suivi biologique des réseaux agro-environnementaux. Les réseaux agro-environnementaux sur Genève, c'est une longue histoire, parce qu'ils ont démarré en 1991, donc ça fait déjà un bout de temps. Et puis, depuis 2017, l'ensemble de la zone agricole est occupé par 9 différents réseaux. Et ce suivi biologique, il a été fait sur l'avifaune, sur les orthoptères et les lépidoptères. Vous pouvez trouver ce rapport sur le site internet de l'État si vous cherchez suivi biologique des réseaux agro-environnementaux, parce que là, je vais donner que quelques éléments. Ce qu'on a pu constater, et c'est très intéressant, c'est que les résultats sont globalement bons, voire très bons pour certaines espèces, qu'il y a des tendances qui sont quand même contrastées pour l'avifaune, mais qu'on voit que les oiseaux qui sont liés à aux zones agricoles se portent mieux qu'ailleurs sur le plateau suisse. Et on voit que ça, c'est probablement aussi dû au fait que Genève a débuté très tôt ces réseaux agro-environnementaux et qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que les écosystèmes se rétablissent. Il y a une diversité d'insectes importante qui a pu être retrouvée, mais par contre, point d'attention, les effectifs sont plutôt faibles. Et on peut aussi constater, suivant les réseaux agro-environnementaux, des différences. On a pu amener un certain nombre d'éléments pour voir quelles seraient les améliorations possibles pour renforcer justement cette biodiversité dans l'area agricole. C'est notamment d'améliorer la qualité de ces surfaces de promotion de la biodiversité, de mieux penser et d'optimiser les emplacements de ces surfaces, et ceci par un renforcement du conseil individualisé. Aujourd'hui, on a 14% de la surface agricole utile qui est consacrée à ces surfaces de promotion de la biodiversité. C'est le double du seuil minimal imposé par la Confédération, donc il ne s'agit pas d'augmenter ces surfaces, mais plutôt d'en améliorer la qualité. Et puis, donc, c'est aussi de diversifier les types de surfaces de promotion de la biodiversité. Après, il y a des mesures aussi particulières pour certains oiseaux. Ce qu'on a pu constater, ce qui marche bien, c'est les vieilles jachères avec des structures. Alors, c'est intéressant parce que la politique fédérale ne souhaite pas des structures dans les jachères, mais enfin voilà, on voit que c'est utile pour la biodiversité. Des jachères, qui sont de forme linéaire, la plantation des haies basses aussi, qui sont très utiles, et puis des vieux arbres aussi, où certains oiseaux peuvent profiter de nicher. Autre élément, c'est les surfaces pour l'avifaune, qui sont des surfaces assez particulières qu'on développe sur Genève, qui permettent aux oiseaux de nicher et puis de se nourrir. Et puis des surfaces qui sont non fauchées dans les prairies, qui jouent un rôle important pour les refuges et notamment pour les insectes. Donc je l'ai dit tout à l'heure, les différentes actions qu'on peut mettre en place pour améliorer la qualité de ces surfaces, c'est peut-être des mosaïques un peu plus petites, c'est d'éviter d'implanter certaines surfaces trop près des forêts et bosquets. Alors là, peut-être intéressant de voir qu'en général, c'est ce qu'on fait.
À Genève, on est un petit peu en avance par rapport à d'autres cantons, et ce qu'on constate, c'est que si on arrive à garder une zone tampon entre la forêt et la zone agricole, par contre, ces surfaces, il sont intéressants peut-être de les mettre de manière perpendiculaire, parce que c'est là où les oiseaux, par exemple, peuvent en bénéficier au mieux. Et puis, c'est de travailler à la plantation de nouvelles haies basses, de jachères florales et de surfaces de promotion de la biodiversité dans les terres ouvertes. Les terres ouvertes, c'est le blé, le maïs, le colza, etc. Et encore un élément, et on va le voir tout à l'heure, c'est notamment de pouvoir enherber au niveau des cultures pérennes et des vignes notamment. La biodiversité fonctionnelle, c'est la deuxième action de ce plan d'action biodiversité dans l'agriculture. Le but de la biodiversité fonctionnelle, c'est de pouvoir attirer les ennemis des ravageurs qu'on a dans les cultures en modifiant justement, en faisant des modifications structurelles de l'environnement, mettant en place des haies, justement des bandes fleuries, et puis également de changer les pratiques de gestion dans les cultures, notamment la réduction de l'utilisation d'intrants tels que les pesticides ou bien des fauches tardives ou le non-labour. Ça permet en fait à ces auxiliaires de pouvoir avoir des habitats alternatifs, de pouvoir bénéficier bien sûr de ressources alimentaires et d'avoir des sites d'hivernation pendant cette période. Donc là, on a un projet en fait qui est en train de démarrer, et l'idée c'est justement en travaillant sur ces structures naturelles et semi-naturelles de pouvoir favoriser les auxiliaires qui vont pouvoir contrôler les ravageurs et donc réduire leur pression, ce qui nous permettra évidemment de réduire l'utilisation d'intrants. Et donc aujourd'hui la question c'est de savoir quels sont les meilleurs types de surfaces qui peuvent accompagner les cultures. Et là on va se concentrer en fait sur les cultures de colza, parce que c'est des cultures où on utilise encore aujourd'hui des insecticides, donc c'est de voir les surfaces ou les techniques de production aussi, comme les cultures associées ou bien le semi-direct qui peuvent bénéficier à ces auxiliaires. Troisième action, c'est le suivi biologique des sols. Il est très important de pouvoir avoir une meilleure connaissance de la qualité des sols et de leur vie pour pouvoir ensuite travailler à préconiser les meilleures pratiques. Donc c'est là aussi de travailler à comparer les différents systèmes de production, d'établir l'inventaire des pratiques qui sont utilisées et puis de pouvoir ensuite préconiser par un conseil des techniques de production qui permettent l'enrichissement aussi des sols. L'enherbement dans les cultures pérennes, vous l'avez peut-être constaté à Genève, mais aussi ailleurs en Suisse, qu'il y a de plus en plus de vignes, par exemple, qui sont enherbées. L'objectif, c'est de pouvoir protéger le sol. Et aujourd'hui, dans cette recherche, on travaille justement à trouver des mélanges grainiers qui sont aussi utiles pour la biodiversité, qui font peut-être pas trop de concurrence aussi à la vigne, parce qu'on voit aussi que forcément, si on enherbe, il y a une concurrence, hein, cette herbe, en fait, elle pompe de l'eau, etc. Donc, c'est de trouver les meilleurs mélanges grainiers qui peuvent bénéficier à la biodiversité tout en n'étant pas trop concurrentiels avec la culture principale qui, là, en l'occurrence, est la vigne. Et donc, de pouvoir renforcer la qualité de ces surfaces dans les interlignes. On travaille aussi au développement de variétés résistantes. Là, je vous ai juste mis un exemple, c'est le Divico, mais c'est de pouvoir travailler avec des variétés qui sont moins sensibles ou plus tolérantes aux maladies et puis aussi au changement climatique. Donc là, on travaille étroitement avec la recherche, que ce soit les agroscopes ou l'EPIA. Dernière action qui concerne le plan d'action biodiversité, c'est de conserver les variétés traditionnelles. Je l'ai juste illustré avec l'artichaut violette de plein palais, sur lequel on a un travail qui se fait avec l'EPIA pour pouvoir remettre au goût du jour cette variété et de travailler à sa promotion auprès des maraîchers. On a aussi des actions qui sont faites dans le cadre du plan climat. Et vous verrez qu'il y a des connexions forcément qui se font avec le plan d'action biodiversité. C'est le but aussi, c'est de pouvoir créer des convergences. Il y a la question des ravageurs. Avec l'augmentation des températures, on a des insectes ravageurs qui sont déjà présents aujourd'hui sur notre territoire, mais qui augmentent le nombre de générations par année et donc qui peuvent poser toujours plus de problèmes à nos cultures. Mais on a aussi de nouvelles espèces invasives, c'est-à-dire qui nous viennent d'ailleurs, parce que le climat aujourd'hui en Suisse est plus clément pour
pour elles et elles peuvent ainsi s'installer. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place une veille, un monitoring de ces ravageurs pour pouvoir se préparer à ces questions-là. On parle aussi de l'agriculture de conservation dans le cadre du plan climat cantonal. C'est un ensemble de techniques culturelles qui permettent d'améliorer le potentiel agronomique des sols tout en conservant cette production avec, par exemple, des semis sous litière, des semis en bande. En fait, l'objectif, c'est de travailler le moins possible le sol et de pouvoir garder ce couvert végétal, si possible, sur l'ensemble de l'année. Ça permet d'éviter l'érosion, ça permet de capter, par exemple, l'azote dans le sol, ça permet de préserver la vie biologique des sols. Et aujourd'hui, je crois qu'il y avait justement un événement suisse qui avait lieu à Satigny, donc Suisse no-till, donc c'est sans labour. Donc on voit aussi, ça fait une dizaine d'années que les agriculteurs genevois, sous l'impulsion d'un groupe d'agriculteurs et la vulgarisation agricole, travaillent sur ces techniques-là. Donc comme je le disais, ça permet aussi de réduire le lessivage, c'est-à-dire que quand il y a une grosse pluie, les produits qu'on peut utiliser dans les cultures ne partent pas directement dans la rivière d'à côté, de maintenir et d'augmenter la matière organique et puis d'accroître la fertilité de ces sols. Donc les principes, c'est couverture permanente du sol, des rotations améliorées dans les cultures et puis un travail minimum. Ça permet évidemment, et ça c'est important, d'où l'intérêt du plan climat cantonal, de pouvoir séquestrer du CO2 atmosphérique dans ces sols. Et il est estimé que le potentiel de stockage de CO2 est important dans notre canton. Il y a eu un monitoring depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, l'agriculture de conservation est pratiquée sur plus de 1000 hectares à Genève, en sachant que près de la moitié des surfaces de terre ouverte ne sont que peu ou plus labourées. Donc là, on estime que le rôle de l'agriculture dans la séquestration du carbone peut être important pour le canton de Genève. Et là, les dernières slides, c'est simplement pour vous faire remarquer que les actions qu'on essaie de mettre en place avec le monde agricole et avec les plans d'action cantonaux, que ce soit le plan d'action biodiversité ou le plan climat cantonal, ou même le plan d'action sur la réduction des risques de l'utilisation des produits phytosanitaires, on le retrouve dans la future politique agricole. Alors je ne sais pas quand elle aura lieu parce qu'elle était prévue pour 2022. Il y a eu un blocage au niveau du Parlement, donc on ne sait pas très bien comment elle apparaîtra. Mais voilà, les premières réflexions qui avaient été faites, c'était justement de modifier certains soutiens. Et vous pouvez le constater ici qu'il y a notamment un module sur la biodiversité fonctionnelle, un module sol. Donc c'est des choses qui sont tout à fait nouvelles dans la politique agricole. Et on voit que là, à Genève, en tout cas à Genève, et peut-être dans d'autres, j'espère aussi dans d'autres cantons, on prend un peu de l'avance sur la future politique agricole. Je vous remercie pour votre attention et bonne suite de soirée. Alors, merci beaucoup à Madame Emler, donc directrice de l'Office cantonal Agriculture et Nature. Il y a parfois l'impression dans l'opinion publique que ça n'avance pas, qu'il ne se fait pas grand-chose. Mais quand vous voyez ces présentations, vous voyez qu'il se passe des choses. Après, on peut juger est-ce que c'est suffisant, est-ce que ça va assez vite, mais il y a de très bonnes bases qui sont lancées. Là, vous avez eu un aperçu sur le volet agricole, en fait, essentiellement le volet agricole du plan biodiversité. Il y a 117 mesures en tout. C'était vraiment important pour ouvrir cette soirée agriculture et climat, d'avoir vraiment une bonne connaissance de ce volet agricole et de faire le lien avec le plan climat. Mais la table ronde de tout à l'heure va élargir le débat vraiment sur l'ensemble de la biodiversité. Ce n'était pas le propos de l'introduction générale, puisqu'on aura tout à l'heure une table ronde ciblée sur l'agriculture. Donc merci encore beaucoup, Valentina. Donc vraiment, on a vraiment le cadre de la volonté politique cantonale. Je précise encore que d'après la loi sur la biodiversité, c'est le Parlement cantonal qui doit maintenant approuver ce plan. Et il a pour ce faire, je crois, 6 mois. Donc en principe, il doit se prononcer encore avant la fin de l'année. On espère qu'il se prononcera positivement et que aussi les ressources pour le mettre en œuvre seront disponibles. Puis maintenant, donc vous comprenez bien la structure de cette partie-là de la soirée. On va avoir 3 exposés, puis ensuite le débat avec la salle, avec celles et ceux qui auront des questions, des commentaires à faire. Je prendrai plusieurs questions à la fois pour qu'on puisse avoir un maximum de chances de s'exprimer. Alors, dans l'ordre, vous allez, comme j'ai déjà dit tout à l'heure très brièvement, entendre Nicolas Villers, donc une approche scientifique. Donc, il est conservateur au Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève, donc une institution
scientifique géré par la ville de Genève, municipale. Ensuite, nous aurons Jean-Pascal Gillig, qui est le secrétaire régional et responsable de la section Genève du WWF suisse. Donc, je n'ai pas besoin de présenter le WWF, c'est une organisation mondiale qui a été fondée en 1961, dans bientôt 60 ans, et qui régulièrement fait part de l'état de la situation de la biodiversité dans le monde, qui n'est pas un état qui est de nature à nous réjouir. Donc, on a le problème climatique et le problème biodiversité qui sont à peu près de même dimension, même si peut-être parfois la biodiversité est un peu le parent pauvre parce qu'on s'en rend moins compte. Le climat, ça se voit quand il change, la biodiversité peut-être un peu moins. Donc Jean-Pascal va nous présenter ce que fait une ONG dans ce contexte. Et nous aurons ensuite M. Martin Schleffer, chargé de cours à l'Institut des sciences de l'environnement de l'université, donc il connaît bien cette maison, bien sûr, même si le siège est juste à côté, à l'Université Karl Vogt, et qui est coordinateur du réseau GE21. Il va nous expliquer ce que c'est, je pense. Vous avez peut-être vu, ce n'est pas une plaque automobile, hein, GE21, mais c'est un sigle qui va vous être expliqué, qui est apparu dans la présentation des milieux associés à la mise au point du plan biodiversité. Donc, ils vont s'exprimer l'un après l'autre, et ensuite, on va ouvrir le débat. Alors, je donne la parole pour commencer donc à Nicolas Villers. Bonsoir. Donc je vais effectivement vous parler de biodiversité dans un sens un peu plus large. Donc moi je m'occupe au Jardin botanique en fait de surveillance de cette biodiversité au niveau local, sa conservation et notamment tout ce qui est système d'information, plutôt système d'information géographique, donc toutes les analyses spatiales, la cartographie et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information quand on s'intéresse à l'aménagement du territoire. Donc je vais un peu prendre du recul par rapport à la première présentation pour vous parler de l'état général de la biodiversité et le lien avec la crise climatique en partie. Tout d'abord, quand on parle de biodiversité, de quoi on parle? C'est un mot un peu fourre-tout qui intègre différentes notions et il s'agit en fait de préciser de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on veut travailler. Le premier élément auquel tout le monde pense quand on parle de biodiversité, c'est évidemment les espèces. Alors il y a plusieurs problèmes quand on se focalise sur les espèces. Vous le voyez, il y a deux problèmes sur cette slide, il y aura d'autres problèmes sur d'autres slides. La première, c'est que les groupes sont représentés assez différemment. Donc vous voyez qu'en espèces de mammifères, on tourne à peu près autour de 5000 espèces. On a plus d'1 million d'espèces d'insectes. Donc en fait, on a beaucoup de connaissances sur les groupes ou les espèces qui sont le moins présentes sur la planète. On a peu de spécialistes de tous les groupes d'insectes, donc on a peu de moyens de connaître ces insectes. Et donc on a peu de connaissances. Et en fait, on peut conserver que ce qu'on connaît. Et donc ça, c'est une partie du problème. L'autre partie, c'est qu'en fait, vous voyez qu'il y a un peu plus d'un quart des espèces qui sont connues. On estime qu'il y a à peu près 10 millions d'espèces, mais il y a en tout cas les 3/4 qui ne sont pas encore connues. Et donc quand on s'occupe que de ce qu'on connaît, eh ben, on loupe une grande partie en fait, quand on fait de la conservation. Donc c'est vrai que si on se limite à cet aspect-là de la biodiversité, on passe à côté de d'autres éléments qui sont intéressants ou importants à prendre en compte quand on fait de la conservation. Donc en fait, la biodiversité, c'est plutôt ça. Donc c'est plutôt un réseau, des chaînes trophiques, des cycles, des interrelations. Valentina vous a parlé de la biodiversité fonctionnelle. Donc c'est comment les individus interagissent entre eux, interagissent avec leur environnement. Et quand on s'intéresse à faire de la conservation, et typiquement dans le plan d'action ou dans la stratégie, eh ben, il faut qu'on prenne ces aspects-là en compte. Et ça devient évidemment un petit peu compliqué. Et puis le dernier aspect dont on parle beaucoup récemment et qui est très bien intégré dans la stratégie biodiversité, c'est les services rendus par la nature. Donc ce qu'on appelle les services écosystémiques. Il y en a plusieurs ordres de régulation, d'approvisionnement. Donc l'environnement ne sert pas que à ça, mais nous sert en tout cas à réguler le climat, à atténuer la pollution, à réguler les régimes hydriques, à proposer des aires de délassement, évidemment à nous approvisionner en matières premières, en nourriture, en médicaments, etc. Donc c'est aussi un aspect qu'il faut considérer et qui est pris en compte dans la stratégie et dans le plan d'action de conserver ou en tout cas favoriser ces services écosystémiques. Donc on doit dépasser le concept d'espèces protégées, de milieux protégés pour avoir intégré ces aspects fonctionnels et aussi de services écosystémiques. Donc vous le savez, au niveau de la planète, on a de très grandes menaces sur cette biodiversité. On est au bord de la 6e extinction de masse.
Et en fait, c'est un des troisièmes problèmes quand on s'intéresse souvent aux causes espèces, c'est que souvent le nombre d'espèces seules varie assez peu. Mais c'est surtout la biomasse, c'est-à-dire le nombre d'individus d'une espèce qui diminue grandement. Et donc il faut prendre aussi ces aspects-là en compte quand on s'intéresse à la biodiversité. On travaille sur des listes rouges au niveau suisse, au niveau local, au niveau genevois. Et on voit que peu ou prou, on a à peu près toujours, par exemple, si on prend les plantes, 1200, 1300 espèces sur le canton. Et ça varie assez peu. Par contre, les effectifs ont des grandes variations. On s'aperçoit aussi que quand on fait plusieurs séquences de listes rouges sur le canton, les espèces menacées pour lesquelles on a le plus grand potentiel d'action, sur lesquelles on se concentre en prioritairement, on se porte en général mieux. Et par contre, c'est surtout les espèces communes qui déclinent. Donc on voit qu'on a quand même un problème, même si les listes rouges, on voit que les espèces menacées diminuent, on a quand même des gros impacts sur les espèces plus communes. Donc ça, c'est une des menaces, c'est ces extinctions ou cette disparition d'espèces ou d'individus. Évidemment, il y a un très fort lien avec le climat. On sait certains savent, d'autres nient, mais le climat se réchauffe. On le voit dans le graphique qui est en bas à droite pour vous, où on voit que les espèces qui sont indicatrices d'un réchauffement augmentent sensiblement, c'est au niveau suisse. On a un biomonitoring de la diversité au niveau suisse qui date de 2005, donc on voit cette évolution. On peut l'observer au niveau suisse, on peut l'observer au niveau local. Je vous ai mis une photo de la banquise de l'Arctique à gauche, qui a eu sa deuxième plus petite surface depuis qu'on suit sa superficie de ces 50 dernières années. Et elle a atteint son minimum, je crois, il y a 10 jours. Et maintenant, elle va recommencer à se reglacer puisqu'on attaque l'hiver. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un gros problème et que ce changement climatique a un impact sur la biodiversité. Donc la deuxième grande menace qui pèse, et encore plus sous nos territoires, c'est l'utilisation du territoire ou l'utilisation du sol. Donc on voit ici, je vous ai mis différents graphiques, on voit l'augmentation de la population par exemple, mais elle est très corrélée avec les augmentations de surface d'infrastructures, évidemment. Et puis c'est le graphique en bleu en bas de mon slide qui marque le morcellement du territoire. Évidemment, plus on construit d'infrastructures, plus on a besoin de routes, plus on a besoin de logements, plus on morcelle le territoire, et bien les espèces sont sensibles à ça. Et puis le graphique tout à droite, c'est l'évolution de certaines surfaces importantes. Vous avez les prairies et pâturages secs en bleu. Donc on voit qu'on a perdu un certain pourcentage, on est à moins 5% de ce qu'on avait en 1900. De la même manière pour les mares. Donc on a vraiment une grosse pression sur les habitats, et bien évidemment, les espèces subissent cette perte-là. Donc les conséquences, elles sont multiples. Je vous ai mis deux événements récents, les incendies aux États-Unis et puis le dernier événement Sevnol qui a eu lieu dans le Gard, où il y a plu en moins d'une journée, grosso modo, quasi l'équivalent de ce qui pleut à Genève en une année. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'épisodes climatiques aggravants qui sont fréquents. Donc ça, c'est l'évolution des inondations, des vagues de chaleur, des cyclones tropicaux. On voit que rien que dans le nommage des cyclones et des tempêtes tropicales, ils sont arrivés au bout de l'alphabet, ce qui n'était jamais arrivé. Donc maintenant, ils doivent attaquer l'alphabet grec pour trouver des nouveaux noms, pour nommer des cyclones, tellement il y en a par année. Donc ça commence à être compliqué. Bon, si on a que ça comme souci, ça va, mais il y a d'autres impacts sur le nombre de climats. Donc ça, c'est vraiment un des gros problèmes de ce changement climatique qui est l'impact sur la biodiversité. Et le deuxième, il y a quand même des conséquences économiques. Donc ça, c'est un graphique qui est produit par le FMI. Donc c'est un peu complexe parce qu'il y a plusieurs données dans le même graphique. Donc c'est l'effet sur le PIB de l'échauffement de 1 degré. Et puis la taille des pays est proportionnelle à la population. Donc plus un pays est grand, plus il a de population. Et plus il est rouge, plus il y a un effet sur le PIB. Donc on voit qu'il y a un grand effet économique et c'est vrai qu'il y a des grosses conséquences sur tous les pays. On a encore la chance d'être en vert sur ce graphique, mais ça ne va peut-être pas durer. Donc les solutions, il y en a quelques-unes qui ont été évoquées. Il y a des solutions internationales, peut-être que Jean-Pascal en touchera un mot, mais il y a des solutions nationales. C'est la stratégie biodiversité nationale et puis son plan d'action qui date de 2012-2017. Et puis Valentina vous a parlé de cette stratégie biodiversité et de son plan d'action qui est en cours de consultation. Donc elle vous a parlé de ces 12 champs d'application.
qui permettent d'aborder les différents et de couvrir les différents aspects de la conservation de la biodiversité et des différents partenaires qui participent à cet effort. L'intérêt, c'est qu'en fait, on a articulé de nouveau ces 12 champs d'application qui sont les 12 colonnes que vous avez sur ce graphique avec les services écosystémiques. Donc pour chacun de ces champs d'application, on a regardé quels sont les services écosystémiques qui sont rendus par la flore, par les arbres, par l'infrastructure écologique. Et on a cette articulation, cette lecture de la biodiversité vis-à-vis des services qui nous rendent. Et ça, c'est une nouvelle manière d'approcher la conservation de la biodiversité qui est intéressante. Et le premier champ d'application qui est transversal, c'est cette infrastructure écologique. C'est d'essayer d'identifier sur le territoire les zones qui sont les plus importantes pour la biodiversité et que dans une pesée d'intérêt pour la réalisation d'un projet, on devrait privilégier. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de synthétiser en une seule carte toute la connaissance qu'on a, alors pas seulement sur les espèces, mais sur les milieux, sur les services écosystémiques, sur le fonction des écosystèmes. Donc ça, c'est une carte qui synthétise plus de 700 couches d'informations qu'on a à disposition sur le canton de Genève et qui permet d'identifier ce qu'on appelle les zones nodales, donc vraiment les réservoirs de biodiversité, qui assurent en fait la conservation d'une majorité d'espèces. Et puis, on identifie les corridors qui permettent de mettre en relation ces zones nodales. Donc on a des objectifs chiffrés. La Suisse a ratifié la Convention sur la diversité biologique qui fixait 17% du territoire en zone nodale ou zone protégée. C'est encore un terme à évoluer. Et puis il y a 13% pour mettre en réseau ces zones nodales. Donc ça, c'est vraiment une solution qui est en train de se mettre en place grâce à cette stratégie et puis grâce à son plan d'action. Et c'est en fait une carte qui est itérative, qui évolue au cours du temps, en fonction de notre connaissance, en fonction de l'occupation du territoire, en fonction des grands projets, et qui nous permet de guider en fait la planification. Enfin, ça c'est peut-être un vœu pieux, non c'est pas un vœu pieux, c'est un espoir, de guider et d'être pris en compte plus en amont dans les planifications territoriales. Voilà pour une rapide image de la biodiversité, du lien avec le changement climatique et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour essayer d'améliorer sa conservation. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'abord à Alternatiba de nous avoir invités à cette table ronde cette année et bravo encore pour l'organisation. Jean-Pascal Gillic, donc je travaille au WWF Suisse, je suis responsable de la section genevoise. Et on participe pas mal en fait à la consultation, notamment ces temps de plan d'action ou de stratégie avec l'État, à savoir la stratégie biodiversité et sur le plan d'action, on a été impliqués, mais également le plan directeur énergie et le plan climat. Alors, peut-être juste pour compléter la présentation de Nicolas, un chiffre supplémentaire qui est en lien avec l'actualité de la semaine passée, c'est le WWF sort chaque 2 ans un rapport qui s'appelle Planète Vivante 2020. C'est un suivi donc tous les 2 ans sur la biomasse, le nombre de vertébrés. Et on peut voir que depuis 1970, il a diminué de moins 68%. Donc voilà, c'est encore un chiffre très alarmant au niveau mondial, donc évidemment. Je vous invite à aller le parcourir, il y a une synthèse en français qui est assez bien faite. Une autre présentation aussi pour faire le lien entre réchauffement climatique et impact sur la biodiversité, c'est de montrer que 1 demi-degré, donc si on maintient le réchauffement climatique à 1,5 degré, n'aura pas les mêmes conséquences que si on atteint les 2 degrés. On peut voir que, pour prendre juste l'exemple des coraux, on peut espérer en maintenant une température justement à 1,5 degré qu'il y ait encore 30 à 10% de coraux d'ici 2100, alors que c'est évident que si on monte à 2 degrés, l'ensemble des coraux disparaîtront. Alors évidemment, le réchauffement climatique est de plus en plus visible, même chez nous. 2 images, une dans le Jura avec une
tous ces êtres en fait qui donc être l'espèce évidemment l'arbre dont je parle, mais c'est aussi un être à part entière qui meurt sur place en très très peu de temps. C'est une forêt qui est donc condamnée. C'est une espèce qui est absolument pas adaptée à des températures et des périodes de sécheresse très longues comme on a pu vivre ces dernières années. La deuxième photo, je l'ai repris de la stratégie biodiversité ou de l'introduction peut-être, à savoir une forêt qui a été prise à Conches l'année passée. Et depuis 2019 à Genève, il y a eu à peu près 2500 arbres qui ont dû être abattus car leur état pouvait menacer la sécurité. Tout ça lié notamment au réchauffement climatique. Donc voilà, c'est juste deux exemples pour montrer qu'on est très clairement impacté aussi chez nous et la biodiversité évidemment. Pour le WWF, on est persuadé que c'est un peu la dernière décennie qu'on a pour inverser la tendance. C'est vraiment, voilà, on est en 2020, en 2030, on doit atteindre des objectifs ambitieux. On s'est doté de 3 objectifs, c'est plus de pertes d'espaces naturels, plus de pertes d'espèces, et puis la diminution de moitié de notre empreinte écologique. Donc voilà, on a une montagne devant nous, mais c'est toujours possible. Pour ça, il faut évidemment changer de paradigme. Je pense que la photo de l'agriculture parle d'elle-même, mais je voulais juste vous préciser que c'est un Hummer électrique. Voilà, inventer bien sûr un nouveau récit, recadrer le débat. La nature, elle doit être au centre. C'est notre seul foyer, proposer vraiment une nouvelle narration, un nouvel horizon. Et puis pour revenir à Genève, au début de législature, en 2018, on s'est, évidemment, suite à cette urgence qui est de plus en plus visible, 14 associations de la protection de la nature et du paysage ont décidé de s'unir et de se réunir autour d'une plateforme qui s'appelle Plateforme Nature et Paysage. C'est 14 associations de protection de la nature, mais également aussi du paysage. À visage très varié, on a des naturalistes spécialistes vraiment d'amphibiens, d'oiseaux, etc., des plus généralistes comme le WWF, Pro Natura, mais aussi les chasseurs, les pêcheurs, qui sont aussi des usagers de la nature, mais qui sont aussi également des défenseurs de cette nature. Et voilà, et aussi des gens du paysage. On a été évidemment la plupart de ces membres actifs dans la concertation, la consultation de la stratégie biodiversité et du plan d'action. En 2018, on a publié, la plateforme Nature et Paysage, un manifeste avec 21 mesures prioritaires qu'on a définies prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre de cette législature, donc de ces 5 ans. On a été assez satisfait de voir le résultat de ce plan d'action parce que la plupart de nos mesures, 21 mesures, ont été prises en compte, en partie en tout cas, peut-être pas de façon aussi contraignante et aussi ambitieuse qu'on le souhaitait évidemment, mais ont en tout cas bien été prises en compte. Donc voilà, peut-être juste quand même préciser que la plateforme Nature et Paysage soutient très clairement ce plan d'action. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on est encore dans un processus de validation au sein du Grand Conseil, avec notamment des défis en termes de budget, mais tout simplement de validation. Il faut un portage politique fort pour que ces mesures puissent être mises en œuvre. Peut-être juste revenir encore, oui, juste peut-être une attente évidemment, c'est que on a participé, nous comme d'autres ONG, à beaucoup de concertations, consultations, participations sur des stratégies et des plans d'action. Évidemment, on se réjouit de voir l'action sur le terrain mise en œuvre, et puis notamment dans le processus budgétaire actuel en cours, que les fonds alloués à la biodiversité et puis aux enjeux climatiques soient libérés, validés. Il y a aussi un enjeu important pour nous au sein de cette stratégie, ce plan d'action, c'est le portage et la gouvernance qui doit être absolument transversale.
ce n'est pas uniquement l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature qui doivent le porter, c'est notamment le département de l'instruction publique, parce que pour nous, évidemment, un des gros aspects en lien avec la biodiversité et le climat et tous ces enjeux, c'est effectivement les futures générations qu'on doit sensibiliser dès maintenant et dès le plus jeune âge. Voilà, peut-être juste encore un élément quand même où justement on ne va pas évidemment se plonger en détail dans tous les éléments de ce plan, mais par rapport à la thématique de la soirée, agriculture et nature, j'aimerais juste souligner le fait que, évidemment, on connaît très clairement le lien entre la nature et l'agriculture, les bienfaits de l'un pour l'autre. On sait que la transition écologique passe aussi par une souveraineté alimentaire et une justice sociale. On sait aussi que l'agriculture intensive, malheureusement, épuise les sols et limite leur capacité naturelle à stocker le CO2. Alors, vous l'avez dit, Madame la directrice, que certaines mesures dans le plan climat allaient être prises, et puis il y a un potentiel très clair dans tout ce qui est agriculture de conservation notamment. Mais malheureusement, on a été assez étonnés de voir qu'aucune fiche ne figurait sur les questions de ces pratiques agricoles, ces nouvelles pratiques agricoles, notamment l'agroécologie, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation dont vous avez parlé avant. Tout n'est pas dans les fiches, en fait. Oui. Tout n'est pas dans les fiches. Tout n'est peut-être pas dans 498 pages, donc... Peut-être. Voilà. Et puis, évidemment, sur le volet, il y a un objectif en termes de diminution de pesticides. Donc, je pense que vous pourrez me répondre après. Moi, j'ai peut-être une piste. Je pense que le lobbying de la fêtière des agriculteurs de Genève, ce n'est pas forcément étranger à ça. En lisant le rapport d'activité de l'année passée, par rapport à la stratégie biodiversité, je cite, « Notre mot d'ordre a toujours été le même sur ce dossier. Nous nous opposerons à toute contrainte agro-environnementale supplémentaire. On refuse d'entrer en matière pour 4 fiches qui concernaient directement les modes de production agricole et non des réels thèmes liés à la biodiversité. » Alors voilà, je me pose juste la question sur ces fêtières agricoles. Est-ce que ça représente bien l'ensemble des agriculteurs de notre territoire? Et surtout, est-ce qu'elle permet justement de les préparer au mieux à des conditions de travail qui vont forcément être de plus en plus difficiles, notamment liées au réchauffement climatique. Pour terminer, juste vous dire un petit peu ce que nous, le parti pris qu'on a pris, c'est justement de traiter directement avec les agriculteurs volontaires. On a mis en place un projet de terrain qui s'appelle Connexion naturelle. On essaye d'être le plus gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on travaille directement avec l'agriculteur. C'est un agriculteur qui est volontaire, donc pour mettre en place de nouvelles mesures en faveur de la biodiversité sur sa parcelle. On est là pour lui apporter des conseils, évidemment, un peu d'argent, parce qu'un arbre, par exemple, ou une haie ou un étang, ça a un coût. Et puis surtout des bras, parce qu'on a la possibilité, nous, de mobiliser du monde, des bénévoles. Et puis l'avantage de ça, c'est que ça permet de reconnecter un peu le producteur avec son consommateur. Et donc je pense que c'est une solution assez gagnant-gagnant. Et puis juste pour vous montrer que, en tout cas, il y a une très très forte demande. On ne peut même pas répondre à la demande, en tout cas au niveau de la Suisse romande. C'est un projet qu'on a développé au niveau de la Suisse romande. Il y a 68 projets terminés, 17 en cours, plus de 500 bénévoles qui ont participé, 20 km de haies vives plantées, 2300 arbres plantés, dont quasi 2000 de fruitiers haute tige, 24 étangs, des renaturations, des nichoirs, des tas de pierres, etc. Et puis voilà, j'aimerais juste terminer sur... par rapport à ce projet-là, évidemment, je vous invite, si ça vous tente, de prêter vos bras et puis de venir agir dans le cadre de ce projet, à me contacter. Je vous mettrai en contact directement avec la responsable de ce projet. Puis peut-être, juste pour terminer, pour faire le lien avec ce que je disais sur les fêtières agricoles, je vous invite à aller signer cette pétition sur Stop à l'agro-business. Madame Hemler en parlait juste avant, c'est qu'il y a effectivement des blocages actuellement au Parlement fédéral sur la politique agricole 22+. On sait que les initiants de ces blocages participent à l'Union syndicale des paysans. Donc une fêtière au niveau suisse. Je vous ai mis le site, il y a tout l'argumentaire et les liens, je vous invite vraiment à signer. Et puis encore un dernier point, on est à 3 jours d'une votation importante, donc si vous n'avez pas encore eu la possibilité de voter, vous ne pouvez plus le faire
par courrier, parce que c'était aujourd'hui 17 h. Vous pouvez toujours déposer votre bulletin dans l'urne dimanche ou au service des votations, je crois, jusqu'à samedi midi. Bien sûr, toutes les associations de protection de la nature sont opposées à la révision de la loi sur la chasse, donc je peux que vous inviter à voter non. Merci pour votre attention. Vous avez déjà une petite idée là où je veux en venir, là, j'ai l'impression. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être là. Merci pour l'invitation, Alternativa. Je suis chargé de cours ici. Un professeur à l'Uni, ça va bien, hein, non? Un professeur qui donne un cours à l'Uni. Ouais, je me sens à l'aise, ça va. Ouais. Et le public aussi, donc ça va. Je suis chargé de cours ici à l'Université de Genève. Je suis biologiste de formation, même si aujourd'hui j'enseigne principalement sur des questions en lien avec la durabilité et la transition écologique. Donc René Longer l'a dit en introduction, je suis aussi membre et coordinateur d'un groupe qui s'appelle GE21. GE21, c'est un regroupement de l'État, de la ville, de l'EPIA et de l'UNIGE pour promouvoir la biodiversité, les services écosystémiques sur Genève et le Grand Genève pour ses habitants principalement. Mais ce soir, j'ai décidé de porter ma casquette plus de chercheur en durabilité pour vous parler d'un enjeu que je vois comme étant très important, surtout pour le public suisse ou surtout pour le public genevois, ça, notamment ce qui concerne les externalités négatives de notre train de vie, c'est-à-dire que parler du fait que parfois on ne voit pas toujours les conséquences de notre société ou de nos choix de consommation parce qu'elles ont lieu ailleurs, dans l'espace ou dans le temps. Donc ce soir, la table ronde porte sur biodiversité, changement climatique, sous un chapeau plus large de l'agriculture, donc je vais me focaliser un petit peu à l'intersection de ces trois thèmes. J'ai deux messages que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est biodiversité et climat. En gros, c'est le même combat, c'est-à-dire qu'une action qui est favorable pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, très souvent, est aussi favorable à la biodiversité et vice-versa. Puis j'aimerais justement parler d'une mesure concrète que nous, collectivement, ou nous, individuellement, pourrions poursuivre clairement en faveur du climat, clairement en faveur de la biodiversité, avec peut-être une interrogation en ce qui concerne les conséquences qu'elle aurait pour l'agriculture suisse et internationale. Voilà, j'étais en train de passer en revue un petit peu les recommandations au niveau étatique, individuel, des actions qu'on peut entreprendre pour le climat et d'essayer de réfléchir si c'était aussi cohérent pour la biodiversité. Et globalement, ça l'est. C'est-à-dire qu'on sait que si le climat change trop rapidement, ça va avoir des effets néfastes sur la biodiversité au niveau global. On sait aussi que des milieux plus riches ont tendance à capter plus de carbone, séquestrer plus de carbone. Donc une biodiversité saine est aussi favorable à la réduction des effets du climat. Et surtout, avec l'exception peut-être de la production de bois qui croît rapidement, comme les arbres eucalyptus qui sont transformés dans des formes de carburant, comme le bioéthanol, où là, en effet, ça peut être favorable pour le climat sans forcément être favorable à la biodiversité. Mais globalement, je pense que c'est intéressant comme ces deux enjeux sont vraiment alignés. J'ai décidé de prendre une perspective un peu plus large que nos orateurs et oratrices antérieurs pour parler vraiment d'une perspective mondiale. Et ce graphique, il se lit de la manière suivante. Commencer par la terre, les rivières, la mer, et on va essayer de comprendre les facteurs qui l'influencent de façon négative. Donc les facteurs directs se trouvent dans ce rectangle-là, donc il y a à chaque fois une barre pour le milieu marin, eau douce et terrestre, et les couleurs correspondent à l'importance de différents facteurs directs qui pèsent sur la biodiversité. Et puis on trouve la clé de lecture ici en bas. On peut se focaliser uniquement sur le plus important, qui a été mentionné d'ailleurs par presque tout le monde, ça concerne les changements d'utilisation des sols ou des terres. C'est intéressant de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on est en train de changer l'affectation des sols, l'utilisation des sols. Ça découle de ce qu'on appelle les facteurs indirects.
Alors, on ne va pas les passer en revue, mais les facteurs démographiques, c'est qu'il y a plus de monde. Socioculturel, c'est qu'on mange différemment, on mange plus de protéines de source animale. On a des facteurs technologiques et économiques qui nous permettent de transformer la Terre rapidement, efficacement, pour nourrir plus de personnes, mais aussi pour avoir plus d'impact. Et ça, comme conséquence, les choses qu'on lit tout à droite, voilà, c'est les choses que Jean-Pascal Gillig a énoncées, qu'entre autres, qu'il y a moins en moins de milieux naturels qui donnent des services écosystémiques. En Suisse, comme je le disais en préambule, il y a cette particularité qu'on est relativement fort à s'occuper de notre propre jardin, à faire du recyclage, à faire en sorte que la biodiversité est quand même relativement bien soignée au niveau national. Et il y a un rapport que je vous invite à lire qui s'appelle l'empreinte environnementale de la Suisse de 1996 à 2015. Et qu'on regarde la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions d'azote, etc., on voit souvent cette même tendance au cours du temps. Donc ici, sur l'axe horizontal, on a le temps, des années 96 à 2015. Et sur l'axe vertical, on a une mesure de la pression de nous, les habitants suisses, sur la biodiversité au niveau mondial. Et ce qu'on voit, le graphique est départagé en deux parties. En clair, on a l'impact qui se voit au sein de notre frontière nationale. Puis en bleu foncé, on voit l'effet qui a lieu en dehors de nos frontières. Et en fait, à cause de nos activités suisses. Et on voit qu'au sein du pays, en fait, les choses s'améliorent légèrement, mais que c'est plus que voilé par une augmentation de l'impact qui a lieu à l'étranger. Voilà, l'exemple tout simple, c'est que j'ai un ordinateur où j'ai donné des bananes à mes fils ce matin à manger. C'est pas sur le plateau suisse qu'on a les bananiers avec les pesticides qui vont avec, le transport. Donc lorsque je consomme des bananes ici en Suisse, en fait, il y a un impact climatique, biodiversité, mais qui est invisible à nos yeux quotidiens parce que ça a lieu au Costa Rica, en Colombie ou dans des autres pays. Puis on peut répliquer cet exercice avec plein de différents aspects de notre vie quotidienne. Donc, je vais essayer de terminer sur une mesure ultra concrète. Voilà, que puis-je faire? Et le jeu, là, c'est moi, c'est vous, c'est nos entités collectives. Et je vais en effet aborder la question de la viande rouge et pour la décortiquer et pour expliquer pourquoi on la retrouve si fréquemment dans les recommandations, que ce soit pour la biodiversité ou pour le climat. Et là, on va vraiment, sur ce dernier diapo, se plonger dans la science dure. C'est un graphique que j'ai tiré d'un article qui a été publié l'année passée dans la revue Science. Elle a la particularité qu'elle est disponible gratuitement au public. Très souvent, il faut payer pour accéder à ces articles, mais celle-là est disponible. Donc, si vous tapez juste ces noms, Poor et Nemeczek 2019, vous allez tomber dessus. Ou bien on fait une photo du cliché, ça va aussi. Ou vous faites une photo, mais il y a plein d'autres informations que le graphique que je vais vous montrer là. Ce qu'ils ont essayé de mesurer, et ce qu'ils ont mesuré en faisant répertorier toutes les études existantes, c'était voir combien de gaz à effet de serre seraient émises et combien de terres de mètres carrés doivent être utilisés pour produire 100 grammes de protéines, en tenant compte du fait que ces 100 grammes de protéines peuvent être d'origine animale du bœuf, avec l'agneau, avec d'autres, le porc, le poisson, poulet, les œufs, tofu, différentes formes de noix et de haricots. Et ce qui est difficile à lire avec ce graphique, c'est qu'en fait, il y a deux échelles. Sur la partie du haut, on a une échelle qui va pour les gaz à effet de serre entre 0 et 75 kg de CO2 équivalent. Et toute la partie du bas, en fait, l'échelle est beaucoup plus petite, ça va seulement de 0 à 15. Et cette ligne rouge, elle permet de faire la connexion. En fait, tous ces aliments-là, pour produire 100 grammes de protéines, les valeurs, elles seraient en dessous de cette ligne rouge. Elles seraient vraiment encastrées à gauche, dans la partie tout à gauche de l'échelle. Évidemment, l'objectif, c'est d'émettre le moins de gaz à effet de serre possible. Donc, si on peut obtenir de la protéine de sources qui émet moins de gaz, et comme par hasard, beaucoup de ces sources utilisent également beaucoup moins de terre, on parle de facteurs de 5 à 100. En fait, lorsqu'on se nourrit grâce au poulet, aux œufs, au tofu, notre empreinte écologique, comme M. Gillig a évoqué, qu'il faut qu'on réduise globalement de 50%, mais qu'en Suisse, qu'on devrait réduire de 3 fois moins, quelque part, 7, une mesure
très efficace qui marche pour le climat, pour la biodiversité. Alors la mesure qui est maintenant préconisée pour être durable, c'est de limiter sa consommation de viande rouge, et je précise importée, ou de nature industrielle, et on peut avoir le débat après si vous pensez que ça s'applique aussi à la Suisse, entre 0 et 100 grammes par personne par semaine. C'est très peu. Mesurez une fois quand vous mangez de la viande, vous verrez que c'est une toute petite portion par personne par semaine. Voilà, comme ça le pavé est lancé, et je m'arrête là, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Vous voyez déjà qu'il y a, j'allais dire, de quoi alimenter le débat suivant, puisqu'on est vraiment sur les stratégies agricoles. Et c'est vrai que l'enjeu n'est pas aujourd'hui de parler de la santé humaine, mais très souvent, la santé humaine et la santé de la terre sont connectées. Et quand on fait du bien à la santé humaine, on fait aussi du bien à la santé de la terre et vice-versa. Donc ça simplifie le débat. Et vous avez en tout cas entendu le message. Climat, biodiversité, même combat, même solution. Je pense que là aussi, ça nous simplifie l'analyse et le débat. Valentina voulait encore donner une précision. Ah oui. Que... Oui, je voulais juste répondre en partie à Jean-Pascal Gillic. C'était en ce qui concerne l'agroforesterie, par exemple. Donc Genève est un canton pilote d'un projet agroforesterie qui est mené avec l'Office fédéral de l'agriculture et de l'agriculture, pas encore de l'agriculture et de la nature, au niveau fédéral. Et donc, il y a une dizaine d'agriculteurs qui sont aujourd'hui inscrits dans le canton de Genève pour développer divers projets d'agroforesterie. Donc là, c'est en route. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas indiqué dans le plan biodiversité, mais en l'occurrence, c'est pas grave, parce que l'important, c'est que ça se fasse. Et puis, il y a quand même plusieurs fiches que j'ai indiquées qui, par conséquence, l'objectif, c'est de pouvoir réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, puisqu'on va travailler sur les ravageurs, etc., ou qu'on améliore le sol. Donc, indirectement, on va dire, enfin, même directement, on va agir là-dessus. Il y a aussi le plan d'action cantonal sur les produits phyto, qui est aussi parallèle à ça. Après, pour les prises de position d'Agri-Genève, ce n'est pas à moi de répondre à leur place. Voilà. Merci. Donc, on a un bon quart d'heure, en tout cas, pour le dialogue et les questions. À qui puis-je donner la parole? Comme j'ai dit en début, on va regrouper quelques questions pour qu'un maximum de personnes puissent avoir la parole. Oui, alors, première question. Le micro va arriver, hein. Ça permettra d'être mieux enregistré et à tout le monde de mieux entendre. Merci. Oui? Ça marche pas? Ah, je sais pas alors. Plus c'est sophistiqué, moins ça marche, on connaît, hein, c'est toujours comme ça. Bon, on vous aurait bien entendu, mais je crois que c'est pour l'enregistrement du tout qu'on a besoin de micro. Oui, ah, voilà. Merci à tous pour cet exposé. Je suis ravie qu'on parle un peu de biodiversité à Alternativa, parce que alors, le climat, c'est clair, c'est très important, comme a dit Monsieur Longer. Moi, j'ai quand même l'impression que la biodiversité, c'est un peu une crise tout aussi importante, et je trouve que c'est le parent pauvre non seulement de cet événement qui est très bien, mais je trouve que ça manque, et de toutes sortes de mesures politiques. Alors, bon, j'ai 3 questions, mais je vais juste commencer par une, et puis après, je relèverai la main. Je crois que Monsieur Schläfer je crois que c'est lui qui a mentionné que la première cause de perte de biodiversité, c'était surtout, en fait, la perte de l'habitat. Donc, c'est pas le changement climatique, hein. En premier, dans les études, c'est la perte de l'habitat. Et je voulais demander, au niveau de Genève, alors, on peut parler aussi de ce qui est possible dans la planète, mais au niveau de Genève, donc monsieur a parlé de, par exemple, réduire la consommation de la viande, mais par exemple, à Genève, c'est quand même un petit territoire avec une population qui augmente. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour
pour voir pour arrêter de perdre l'habitat, essayer de contrecarrer cette menace. Et puis, si j'ai quand même une autre question, ce que je n'ai pas vu dans cet exposé, ou peut-être que j'ai pas bien écouté, j'ai pas vu de slide expliquant pourquoi sauver la biodiversité. Parce qu'en fait, la biodiversité, c'est pas seulement les ours blancs à sauver, etc. C'est aussi plein de choses, les médicaments, le fait aussi que tout est relié dans la nature, hein, donc il peut y avoir des cascades d'effets qui fait que si une espèce disparaît, d'autres vont disparaître, etc. Donc ça, je trouve que ça manque parce que les personnes commencent à comprendre le climat, mais s'ils ne comprennent pas à quoi sert la biodiversité à part les services écosystémiques, je ne vois pas comment ils pourraient comprendre qu'elle est importante à sauver. Parce qu'il y a quand même plein de gens, évidemment les ours blancs c'est très émotionnel, mais il y a plein de gens qui s'en fichent complètement. Et puis, je vais quand même poser ma troisième question. Je me demande, alors ça c'est un peu une question émotionnelle, mais je me pose la question, on parle beaucoup de services écosystémiques, mais quid des espèces qui ne nous apportent pas de services écosystémiques ou alors dont on n'est pas conscient? Par exemple, des espèces qui vont disparaître et puis d'un coup on va se rendre compte, ah mince, elles rendaient pas mal de services. Donc est-ce que ces espèces sont condamnées à disparaître ou pas? Merci. Donc 3 questions. Vous avez annoncé 3 questions, on les a. On va voir s'il y a d'autres questions dans la salle. Profitez-en parce qu'effectivement on n'aura pas énormément de temps pour les poser. Donc qui souhaite s'exprimer? Tout en haut, madame. Oui, merci beaucoup aussi pour ces présentations. J'aimerais vos avis sur les projets et la mise en place de la densification de la ville de Genève, du canton de Genève et la Suisse en général. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Vous n'allez pas pouvoir tous être satisfaits, c'est sûr, parce qu'il nous faudrait encore 1 heure, mais on ne l'a pas. Donc on sort toujours un petit peu frustré, mais aussi, je pense, nourri par ce qu'on a entendu. Alors voilà, donc encore 2 questions, puis après, je vais résumer tout ça et demander à nos intervenants. Alors, oui. Oui. Je voulais juste entendre en fait la réponse des autres intervenants à la question de M. Gillig sur la position de la fêtière agricole à Genève sur justement toutes ces mesures agro-environnementales. Donc c'est clair, il y a une grosse résistance de la part des paysans, enfin de la plupart. Est-ce que c'est représentatif? Et ma question, ce serait comment est-ce qu'on peut répondre, parer cette contrainte pour qu'ils soient dans le mouvement, pour qu'ils y trouvent leur compte dans tous ces changements qui vont avoir lieu, les nouvelles régulations, etc. Parce que finalement, c'est un peu les garants ils possèdent la terre. Ils ont une énorme responsabilité et sans eux, on ne peut rien faire. Donc comment les inclure dans ces mesures? Est-ce que c'était clair pour toi, Jean-Pascal, la question? C'était la question posée, non? Je compte sur toi pour traduire la question. Parce que c'est bien de porter le masque, mais je ne suis pas sûr que ça aide à faire comprendre la question. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment compris tout ce que... Vous pouvez la répéter en résumant, peut-être. Vous avez dit un facteur important, mais... mettez le micro peut-être plus près. Ouais. C'était un commentaire de M. Gillig sur l'association fêtière agricole à Genève. Vous avez dit il y a une grosse résistance à toutes les mesures agro-environnementales qui vont être prises sur le canton. Alors, j'aimerais bien entendre les autres intervenants par rapport à ça. Question agricole, d'accord. Ouais. Question agricole, ouais. Alors, encore une dernière question, puis ensuite on va... Alors, qui donne le micro? C'est vous. Voilà. Encore une personne. Il y aura des déçus, c'est sûr. Surtout nous, parce qu'on n'aura pas entendu vos questions. Bon, alors, je vais faire très vite. J'avais une question. Mettez le micro proche, parce que quand même, il y a un filtre. Le masque n'aide pas à la compréhension. Ouais. Ma question, c'est concernant cette dernière slide, parce que je pense que c'est une question assez fréquente, mais je pense qu'on est dans le public assez convaincu par le fait de manger moins de viande et qu'on a déjà tous relativement réduit notre consommation de viande. Mais comment faire passer le message un peu plus loin? Genre comment
par exemple des gens qui seraient peut-être moins favorisés que ceux qui sont présents dans cette salle, comment faire passer le message qu'il faudrait réduire leur consommation de viande. Voilà. D'accord. Merci. Pour vos Alors, présentations. on va s'arrêter là pour les questions. Donc, il y a un premier volet de questions. On a parlé de densification, on a parlé de modification du territoire. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'était la question sur... on peut prendre en même temps la question agricole. C'est une question d'appréciation. Vous voyez, il y a des ONG qui ne sont pas contentes des positions officielles d'organisations agricoles. Elles se manifestent. S'il y avait un débat aujourd'hui sur la politique agricole, il serait peut-être assez musclé. D'ailleurs, il est assez musclé. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de choses qui bougent au niveau individuel et des expériences concrètes. Alors, à savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide, il y a un discours politique puis un discours factuel. Alors, ça, on verra si la directrice de l'OCAN souhaite se positionner sur quelle est l'ambiance de la discussion, mais je suis aussi dans certains lieux où j'entends les choses, il y a des discours différents, mais il y a du mouvement. Alors après, le mouvement, il ne dépend pas que des producteurs, il dépend aussi des consommateurs. Et quand on agit de concert, je pense que les producteurs sont plus rassurés quand ils produisent des choses dont ils ne sont pas sûrs que parce qu'ils coûtent quelques centimes de plus, les gens vont les acheter. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Alors peut-être déjà sur cette question de territoire. Ensuite, on avait la question de la viande. Ça, c'était... Qui veut répondre sur la question de qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette première cause de la déperdition de biodiversité qui est, au fond, l'espace, l'habitat des espèces qui est altéré. Puis comment est-ce que c'est en lien avec la densification urbaine? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Je pense que la densification urbaine, il y a une réponse qui est possible, j'imagine, pour Madame Emler par rapport à ce qui est prévu dans le plan biodiversité, puisque il y a beaucoup de façons de densifier, des bonnes façons, des moins bonnes façons. Je pense que va dans cette direction. Ce chef a aussi pas mal travaillé sur le sujet. Donc je vous laisse répondre qui souhaite s'exprimer sur ces points quantitatifs et qualitatifs. Quel espace pour les espèces? En fait, c'est ça. Valentina, oui, je veux bien commencer, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je vais juste reprendre déjà la première chose qui concerne la position d'Agri-Genève. Je disais, je ne voulais pas répondre à leur place, mais je l'ai dit dans ma présentation, en fait, sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se font depuis des années. Donc, le monde agricole, il est en mouvement. Après, il y a des organisations agricoles qui sont là et puis qui font le jeu, en fait, de la défense professionnelle. Et qui vont peut-être prendre des positions à certains moments, comme le VVF va prendre aussi des positions. Mais sur le terrain, il y a des choses qui bougent. Moi, je vois notamment la nouvelle génération d'agriculteurs, il y a énormément de mouvements, il y a beaucoup de gens qui passent à l'agriculture biologique, il y en a qui testent la permaculture, l'agroforesterie, qui l'ont fait avant que le projet pilote se lance. Donc voilà, je pense que sur le terrain, on peut constater quand même pas mal de choses. Et si je dis qu'aujourd'hui, il y a 14% de la surface de promotion de la biodiversité, c'est le double de ce qui est demandé par la Confédération, c'est qu'on voit que les gens sont en mouvement. Puis je pense que quand on voit que ça a quand même des résultats positifs justement pour la biodiversité, ça encourage aussi les agriculteurs à aller dans ce sens-là. Après, des actions qu'on essaie de mettre en place avec les agriculteurs, comme la biodiversité fonctionnelle, pour moi, ce que je trouve intéressant dans ce travail-là, c'est que, en fait, on passe un cap de plus. Le message qui est transmis à l'agriculture, c'est que vous mettez pas en place des surfaces uniquement, entre guillemets uniquement, c'est important pour la biodiversité, mais cette biodiversité, elle va vous servir aussi pour vos propres productions. Elle va pouvoir réduire les ravageurs, etc. Et donc là, il y a aussi l'intérêt direct pour la production. Donc je pense que, non, moi je suis je suis même positive sur les mouvements qui sont mis en place. Après, au niveau de la densification, des habitats, etc., on a beaucoup parlé, moi j'ai parce que c'était l'objectif aussi, pas mal parler de l'espace rural, mais évidemment le plan d'action biodiversité, ça a été présenté par Nicolas Villers, il y a aussi tous les autres espaces du canton qui sont présents, et c'est aussi de voir comment, à l'intérieur de la ville, dans le milieu bâti, on peut favoriser des habitats pour les espèces, mais aussi leur déplacement. On sait que le cœur de la biodiversité reste dans l'espace rural, enfin est essentiellement présent dans l'espace rural, mais comment est-ce qu'on conçoit la ville pour laisser de l'espace à ces espèces,
On a un grand projet, un grand programme, notamment sur l'arborisation en ville. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et puis, quand on va pouvoir planter des arbres, il faut déjà trouver l'espace. Je pense que c'est un large débat qu'on a déjà, enfin, qui est permanent depuis 1 année et demie. Ça prendra un certain temps parce que l'arbre il va devoir aussi pousser, mais l'espoir c'est aussi justement de pouvoir augmenter la surface de canopée, donc l'espace de feuilles en guillemets sur le canton. Maintenant, densifier, ça me paraît être aussi, par rapport à la situation actuelle, je ne vais pas m'engager sur des débats, savoir si on est trop ou pas assez sur Genève, etc. Mais si on densifie et on densifie intelligemment, ça permet aussi justement de conserver en fait l'espace rural, parce que si on s'étend comme on s'est étendu pendant des années, eh ben, c'est aussi des espaces qui ne sont plus disponibles pour la production de nourriture, plus disponibles justement pour la biodiversité, puisqu'on sait que le cœur de la biodiversité c'est dans cet espace-là. Donc moi ça me paraît quand même important qu'on reste sur une réflexion de densifier, mais peut-être de densifier avec plus de qualité qu'on ne l'a fait ces dernières années. Donc ça c'est un travail qu'on mène au niveau du département, donc on a plusieurs projets avec l'Office de l'urbanisme par rapport à ces questions-là. Et voilà, pour moi, je m'arrête. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on ne ferait peut-être pas la plaine de Plainpalais comme on l'a fait il y a 10 ans. Hein. Donc, mettre un parking dessous, tout ratiboiser, puis mettre une terre rouge dessus. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait envie de faire revenir les maraîchers qu'il y avait il y a un siècle. Enfin voilà, les perceptions aussi de l'espace urbain changent. Hein. Je pense que là aussi, il y a la jeune génération qui est bien représentée dans la salle. Vous avez aussi des idées sur comment trouver un peu de nature en ville. Il y a un beau programme nature en ville. Mais peut-être que j'aimerais interpeller Nicolas par rapport à l'image de l'infrastructure écologique, parce que vous avez posé la question aussi de comment on peut préserver les espaces pour les espèces. Hein. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans la logique de dire que c'est que des réserves naturelles, puis le reste, on fait ce qu'on veut. Il y a cette idée, peut-être qu'il faut revenir là-dessus, peut-être si tu veux dire 2 mots encore, vous rappelez cette carte hein, avec les valeurs naturelles du territoire, elle est vraiment sur l'ensemble du territoire genevois, puis vous avez cette infrastructure qui est une priorité qu'on donne en réalité à une pesée d'intérêt. Quand on fait quelque chose là où il y a une infrastructure écologique, il faut se poser la question de justement préserver cet espace pour les espèces. Je ne sais pas si tu veux en dire encore, voilà. Alors il y a 2 aspects intéressants dans cette carte, tu l'as dit René, c'est son aspect couvrant, c'est-à-dire de montrer qu'en fait la biodiversité il y en a partout, c'est un des messages de la stratégie, hein, chaque mètre carré compte, c'est de dire qu'il y en a, voilà, évidemment qu'il y a les grands massifs qu'on connaît, hein, la London, le Moulin de Verre, les bois de Versailles, les bois de Jussy, mais on trouve de la biodiversité à toutes les échelles. Et en amenant cette connaissance qui est très riche sur le canton de Genève, on a vraiment, je vous l'ai dit, plus de 700 couches d'informations sur les espèces, sur les milieux, sur les services écosystémiques, sur la structure, sur la fonction. On fait des corridors pour un certain nombre d'espèces, pour voir justement comment elles circulent. On a des données sur la trame noire aussi. On essaye d'amener cette connaissance très en amont dans la planification, ce qui n'était pas le cas par le passé. C'est vrai que c'est des données assez difficiles à appréhender. La biodiversité, c'est un concept assez vaste, on l'a dit, hein, il y a des espèces qui servent à rien. Je ne vais pas utiliser ça, mais ça a été dit dans la salle. Donc c'est difficile de prendre tout ça en compte. Maintenant, on essaye d'avoir cette vision synthétique qui couvre tous les aspects de la biodiversité, et puis que ça soit intégré dans les plans directeurs communaux, dans les plans directeurs dans le plan directeur cantonal, et puis même à l'échelle du PLQ. Donc maintenant il y a une révision des PLQ, il y a la volonté, il y a la volonté qu'on tienne en compte dans tout projet de cet aspect-là, de savoir où est-ce qu'il y a des services, où est-ce qu'il y a de la canopée, où est-ce qu'il y a des espèces, où est-ce qu'il y a des milieux, etc. Donc on a bon espoir que cette carte-là, qui est le diagnostic biodiversité, donc qui est vraiment couvrant, et l'infrastructure écologique, qui est le meilleur 30% de cette carte-là, améliore l'aménagement. Et quelque part, je le disais tout à l'heure, quand il y aura une pesée d'intérêt, eh bien, il y aura quand même des endroits où on va plutôt mettre du poids sur la biodiversité, plutôt que sur la mobilité, construire des logements. Enfin, construire des logements, ça va, c'est pas le pire, mais construire des routes. Des bureaux, parce qu'il y en a suffisamment. Et puis le dernier point sur lequel je voulais rebondir, on fait ce même travail à l'échelle du Grand Genève. Parce qu'évidemment que la nature ne connaît pas les frontières et qu'il faut qu'on réfléchisse au niveau du bassin. On est un bassin de vie. C'est vrai qu'on a une ligne imaginaire qui nous dessine une frontière administrative. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à cette échelle-là.
à ce bassin de vie, à ce bassin d'emploi, à ce bassin économique, avec tous les problèmes que ça engendre, justement, de disparité de logement, disparité de mobilité, ce genre de choses. Merci. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on se concentre là-dessus. En tout cas, pas dire qu'on ne savait pas. Puis il y a une toute dernière question, après on doit, je crois, libérer la salle pour une petite pause pour que le débat suivant, j'imagine, parce qu'il est prévu à 20h, à moins que vous souhaitiez rester, ce que je vous encourage vivement à faire. Donc, je voudrais juste encore relayer cette question qui a été posée par Madame tout à l'heure. La première question, c'était comment... Est-ce qu'il y a des espèces qui, au fond, n'amènent pas de services écosystémiques? Est-ce qu'il y a des espèces inutiles dont on ne connaît pas la contribution? Et comment est-ce qu'on peut montrer l'intérêt de la biodiversité? Parce qu'on est tous partis de l'idée que c'était une évidence, qu'on avait besoin de la biodiversité telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on est en train de l'altérer, qu'on est en train de la réduire, et donc c'est pas bien. Et là, on a peut-être escamoté un élément de la démonstration, vous avez raison de nous en faire part. Qui peut répondre? Martin, tu veux dire en 2 mots? Vraiment, maintenant, on doit conclure. Donc, c'était une très bonne question. Je pense qu'on parte avec un argument assez court. Pourquoi on a besoin de la biodiversité telle qu'on la connaît aujourd'hui? On aurait dû le préciser, il y a plein de raisons de la protéger. Et je pense que cet argument, cette crainte qu'on va perdre des espèces parce qu'elles n'apportent pas de services écosystémiques, elle n'est pas justifiée. C'est-à-dire en gros, pour faire simple, il y a 2 raisons de justifier la protection de la nature. La première, c'est pour les valeurs intrinsèques. On protège la nature pour elle-même, indépendamment de notre espèce, parce qu'elle a le droit de vivre et d'avoir sa place. Et là, ça couvre toutes les espèces, même les insectes, même les espèces dont on ne connaît pas les fonctionnalités, ni aujourd'hui, ni l'avenir. Et l'autre argument, c'est que la nature nous sert à nourrir notre bien-être sur le long terme. Et ça, c'est un argument qui marche avec un autre public. On a vu avec l'étude sur les arbres, dès qu'on a parlé des îlots de fraîcheur ou l'importance pour la santé humaine des arbres, mais tout à coup, il y a tout un pan de la population qui ouvre les yeux et qui prête attention et qui milite pour. Et je pense qu'il faut avancer en parallèle. Elles ne sont pas forcément contradictoires, même s'il y a des cas où ça peut chauffer un petit peu, mais grosso modo, elles ne sont pas mutuellement exclusives. Merci. Donc, aucune espèce n'est inutile, même pas le loup, pour reprendre la question qui a été soulevée, enfin la réponse qui a été donnée à une question qui est actuellement en débat. Alors, je vais conclure cette première table ronde de la soirée, d'abord en remerciant infiniment les intervenants, en vous remerciant vous de votre écoute, de votre patience aussi, parce qu'on a été long, mais il nous semblait que c'était important de mettre toutes les cartes sur la table. Donc, on a comme acquis, en tout cas, on prend avec nous l'idée que ce qui est bon pour le climat est bon pour la biodiversité et vice-versa. C'est important, je pense. Puis en même temps, de se dire que puisque tout à l'heure, on va focaliser sur l'agriculture, quelque part, il y a une dualité dans l'agriculture. Il y a à la fois l'agriculture qui fait partie des émetteurs de gaz à effet de serre et d'éléments qui portent atteinte à la biodiversité. D'ailleurs, pas forcément chez nous, puisque vous avez vu l'empreinte écologique est plus grande à l'extérieur de nos frontières qu'à l'intérieur de nos frontières aujourd'hui. Et que l'exemple de la viande est bien l'exemple de l'interaction globale et des effets de l'ombre portée de notre consommation sur l'extérieur. Donc on est bien dans un monde global. Eh bien, ça nous aide à voir l'agriculture à la fois comme contributrice au problème, mais des techniques et des approches agricoles qui se développent, qui ont fait leurs preuves, qui permettent d'être les solutions au problème. Je pense que dans cette deuxième partie de la soirée, on va maintenant se tourner vers la solution, ciblée sur l'agriculture. Qu'est-ce qu'il y a comme méthode, comme approche, à la fois économique, écologique et sociale, qui permettent de réconcilier l'homme avec la nature au niveau de la production agricole et du système agroalimentaire. En tout cas, merci. Puis à tout à l'heure pour la suite. Puis...